Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Ici, la parole est à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est M. Souleymane Keita. Il est conseiller du président de la République et membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Et comme vous le savez, la Guinée est au cœur d'un débat houleux autour de la Constitution. Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce qu'il ne faut pas la changer? Est-ce qu'il faut la réviser ou non? Ce qui est sûr, le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir, a officialisé sa position, engagé à poursuivre l'élan vers le changement de la Constitution pour que, selon eux, le président Alpha Condé dote la République d'une nouvelle Constitution actuelle, moderne, à l'aune de 2020. Et justement, pour en parler, comme je l'ai dit, M. Souleymane Keita est déjà sur ce plateau. M. Keita, bienvenue dans cette émission. Merci. Merci de m'avoir de la invité. disponibilité. Merci, c'est un devoir. Je rappelle qu'avant de parler justement de ce sujet, il faut parler de l'actualité brûlante, puisqu'il s'agit aussi de bilan du président de la République. D'ailleurs, d'un de ses plus grands efforts qu'il a fourni en termes de financement, c'est l'électricité. Conakry est caractérisée, émaillée par des manifestations spontanées pour manque de courant ci et là. Évidemment, dans la foulée, le président a demandé à l'occasion du Conseil ordinaire des ministres le jeudi passé d'opérer des audits dans le secteur de l'énergie. Oui, M. Keita, en tant que conseiller du président de la République, on a actuellement beaucoup de manifestations pour manque de courant. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, on ne peut pas dire que ça a marché après tout ce que le président a mis comme argent dans le secteur électrique? Comment vous réagissez à ces manifestations spontanées actuellement pour l'électricité? Ben, écoutez, moi je regarde cette situation avec assez d'attention. Cependant, il est important de relever un certain nombre de choses. Lorsque vous avez quand même habitué la population à une fourniture plus régulière au regard des années passées, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les populations de Conakry, en tout cas depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, connaissent une amélioration substantielle de la fourniture d'électricité à travers toutes les initiatives en cours, la restauration des centrales, la construction du barrage Caleta, etc. Aujourd'hui, il y a une véritable amélioration des conditions en termes de fourniture d'électricité. Donc, mais évidemment, le processus n'est jamais clos définitivement, parce que si vous remarquez à l'arrivée du professeur Alpha Condé, le besoin en consommation d'électricité pendant les heures de pointe, c'était à peine 180 MW. Aujourd'hui, aux heures de pointe, vous avez besoin de plus de 360 MW, donc la demande a doublé fortement. Cependant, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être faites, ce qui fait que actuellement, on constate le délestage depuis pratiquement 2 mois et demi, mais c'est dû essentiellement pour moi à 2 choses. D'abord, le barrage Caleta est un barrage, comme vous le savez, qui est saisonnier, donc il ne tourne pas en temps plein tous les mois de l'année. Donc aujourd'hui, nous sommes en période d'étiage. Les mécanismes de compensation qui ont été mis en place par le gouvernement fonctionnent à travers les thermiques et enfin, la centrale de comment ça s'appelle là, de la tannerie avait été prévue dans ce sens-là. Malheureusement, le délai n'est pas tout à fait respecté. Cependant, il y a de quoi se réjouir quant au fait que aujourd'hui les gens manifestent parce qu'il y a 2 jours, 3 jours, on n'a pas de courant. Non, ce qui est grave, mais avant, ce qui est grave, c'est que ce qui peut être grave, c'est qu'on retrouve toute la capitale dans le noir désormais. Oui, et ça, c'est non, ça c'est un problème d'organisation au niveau de l'EDG. Sinon, tout Conakry n'est pas tombé dans le noir. C'est-à-dire que le fait d'alterner la fourniture de l'électricité, c'est ce qui pose problème. Dans mon quartier, par exemple, je suis dans un des quartiers les plus mouvementés, où il y a eu beaucoup plus de choses. Nous, on a fait 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de courant. Ça a manifesté, parce que les gens sont habitués au courant. Ils ont des denrées alimentaires qu'ils peuvent désormais acheter, mettre dans le congélateur. Donc, s'ils ne sont pas prévenus des coupures éventuelles, bien entendu, ce sont les aliments qui pourrissent. Et forcément, ça entraîne
le mécontentement et les gens manifestent. Mais cependant, il faut reconnaître que c'est parce qu'on a réussi à faire ces avancées sur le plan de la fourniture d'électricité que les gens aujourd'hui peuvent se permettre quand même de garder des aliments pourrissables dans les congélateurs. Oui, c'est-à-dire que cet élan-là il y a constant. Oui, mais si des efforts ont été fournis pour créer de nouvelles capacités justement, en termes d'électricité, mais pourquoi on ne peut pas maintenir ces capacités? Non. Je comprends que la capacité de Caleta puisse diminuer en saison d'étiage, je comprends, mais il y a une certaine capacité moyenne qu'on ne peut pas perdre avec les moyens d'appoint, c'est-à-dire les barrages, je veux dire les thermiques et consorts. Mais aujourd'hui, on se retrouve souvent avec zéro capacité en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans toute la capitale. Est-ce qu'il n'y a pas de raté? Non, il y a deux problèmes. Premièrement, c'est un problème de communication. Je l'ai fustigé tantôt. Lorsque vous devez passer d'un cycle où vous avez l'habitude de donner le courant à tout le monde, presque les 24 heures, vous le savez, et il faut communiquer pour que les gens puissent prendre des précautions. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a eu coupure, un jour, 2 jours qui fâchent les gens, c'est parce que les gens ont des programmations en fonction de l'électricité qui ne sont pas respectées, qui frustrent les gens. Donc là-dessus, il faut privilégier la communication. Deuxième chose, c'est que le courant est aujourd'hui donné de manière alternée. C'est-à-dire que si vous aviez le courant 24 heures sur 24, vous ne l'avez plus que 12 heures ou 10 heures par endroit. Donc ça, moi je pense que la population devrait pouvoir comprendre cela, mais à la suite d'une large sensibilisation et d'une large information de ceux qui sont en charge de la gestion du secteur de l'électricité. Donc c'est très important de le remarquer. Mais ce qui est plus important, c'est la volonté du gouvernement dans le cadre de la fourniture du courant aujourd'hui. Le président, comme vous l'avez si bien dit, a investi des montants importants dans la fourniture de l'électricité en Guinée. Je crois que même si par endroit on peut récuser certaines pratiques pour lesquelles aussi on n'a pas suffisamment d'éléments pertinents pour justifier, mais il y a le fait qu'il y a des perspectives heureuses. Le président, la question de l'électricité lui tient à cœur. Caleta est fini, on a dit qu'on va faire Swapiti pour permettre à Caleta de fonctionner en plein temps. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le projet Swapiti est à plus de 75% d'exécution. Donc, ce qui est important, lorsque nous aurons été capables de doter le pays de tous ces potentiels-là, on est convaincu que d'année en année, on mettra de côté la question là. Bien. Le problème c'est un problème conjoncturel et que ça va vite passer. Il faut régler. Absolument, les coupures d'aujourd'hui sont conjoncturelles. On est en train de régler de manière structurelle la question de l'électricité. Et c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas de faire du tape à l'œil, venir pour que la population vous applaudisse. On peut le faire. Acheter du mazout, acheter des groupes pour contenir avec des visions politiques populistes. Mais aujourd'hui, vous pouvez reconnaître que, certes, la volonté, on l'a vu, dans les propos, les discours, les promesses d'Alpha Condé pour donner le maximum de courant, l'investissement mis dans Caleta est là, Swapiti est en cours, et puis il y a des projets, des marchés qui ont été octroyés à des privés pour des centrales électriques, mais derrière cette volonté, est-ce que vous ne pensez pas que il lui a manqué le contrôle, la même mise sur tous ces projets-là, surtout pour les thermiques, parce que les barrages au moins on peut savoir qu'ils sont là, Caleta est là, il existe. Swapiti est en cours. Maintenant, les centrales thermiques qui ont fait objet de beaucoup de dépenses en termes de milliards, qui ne travaillent pas, est-ce qu'il n'y a pas eu de défaillance en termes de suivi? Parce que finalement, la semaine passée, lui-même, il a demandé qu'on fasse des audits dans ce secteur des d'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas d'implicite derrière du président? Oui, mais c'est vrai, cela résulte bien entendu de l'option du président a posteriori qui consiste à avoir un regard sur tout ce qui est fait dans le pays en termes d'action. Lorsque vous avez investi de l'argent, il faut s'assurer que cet argent a servi à quelque chose. Donc, en bon père de la nation, le président de la République a bel et bien raison de demander des audits sur la gestion du secteur. Mais ce qui est important pour la population, ce n'est pas simplement la fourniture du courant électrique seulement. Parce que notre objectif, en tout cas dans notre projet de société, nous voulons arriver à l'industrialisation. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est confrontée au chômage.
Le chômage, c'est notre grand problème aujourd'hui. Mais comment sortir ces jeunes du chômage? La première condition, c'est l'électricité. Alors, parce que ça permet aux usines de s'installer et les usines, les entreprises sont aussi pourvoyeurs d'emplois. Quand vous prenez la population guinéenne de l'ordre de 12 millions, avec plus de 350 000 jeunes diplômés qui sortent des institutions d'enseignement supérieur technique et professionnel, alors qu'il n'y a que à peine 100 000 et quelques fonctionnaires. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Et l'État n'est pas les engager tous. Mais quand on a l'électricité, ça nous permet à ces jeunes d'avoir de la chance à travers les entreprises qui vont s'installer à la faveur de l'électrification du pays. Évidemment. Et c'est ça la vision du président. C'est pourquoi on ne s'engage pas dans des politiques populistes pour simplement faire plaisir à la population. On veut que de manière comment on appelle ça, de manière rationnelle et de manière pérenne, que l'on règle la question de l'électricité. Donc moi je pense que les gens ont raison de se frustrer parce qu'il y a eu coupure, mais il faut faire très attention, il faut regarder en face qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce sens-là, c'est encore plus important. Vous êtes un proche du président, puisque vous êtes son conseiller, vous le côtoyez. S'il apprend des choses comme ça, ce Koutouréa, depuis Kaloum, qu'il voit que les gens manifestent, qu'il voit que la capitale peut être dans le noir, tout entière à un moment donné, et qu'il pense à l'investissement qu'il a mis. Quand vous regardez son visage, c'est un homme déçu que vous voyez, au point qu'il a demandé à faire ses audits. Est-ce que vous pouvez dire qu'à un moment donné, il peut se dire on s'est foutu peut-être de moi parce qu'on n'a pas fait ce que j'ai voulu qu'on fasse dans ce secteur-là, surtout que j'en ai fait une de mes priorités. Ben, comme tout bon père de famille, il ne peut jamais se réjouir de cet état de fait. Le président, n'oubliez pas, au-delà de la politique, il a consacré toute sa vie à la Guinée, il s'est battu pour la Guinée. Et je crois qu'aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Mais ça le fâche, bien entendu, ça le fâche, parce que son objectif, c'est de faire en sorte que les conditions de vie des populations s'améliorent. S'il voit le contraire, bien entendu, il se fâche et il interpelle ceux qui ont été commis à ces tâches-là pour leur demander des comptes, et c'est ce qu'il fait. Bien. Et puis l'autre sujet aussi qui aura attiré les attentions, fait couler beaucoup d'encre, même des larmes, il faut le dire, puisque ça a fait des morts, c'est les conséquences des toutes premières pluies tombées sur Conakry et qui a fait un drame d'Abondi, 4 morts, d'autres parlent d'un disparu. Toujours est-il que ce sont les ordures par l'effet des courants d'eau qui se sont retrouvés dans les domiciles des gens et leur ont coûté leur vie. Et évidemment, on a vu un balai de personnalités sur le terrain, le Premier ministre, le maire de la commune, même des opposants à Alpha Condé, Sidya Touré. Et bref, qu'est-ce que vous avez comme réaction face à cette situation qui met à nu la question de l'hygiène publique, la maîtrise des ordures, qu'on a encore du mal à gérer dans la capitale? Oui, vous avez raison. D'abord, moi je déplore ces morts. Et je prie pour le repos de leur âme, parce que de toutes les façons, ce sont des Guinéens qui n'auraient pas dû mourir dans des conditions de ce genre. Mais ce qu'il faut relever, la question de l'insalubrité à Conakry est un véritable casse-tête. Tout le monde le sait. Et c'est vrai que l'État a une part de responsabilité assez grande dans le cadre de l'assainissement de la ville, mais aussi les populations ont leur part de responsabilité. L'État a mis en place plusieurs politiques qui fonctionnent de façon pas très satisfaisante. Cependant, il va falloir fournir encore de l'effort. On souhaite qu'avec la création d'un département chargé de l'assainissement et de l'eau, que de meilleures politiques vont être mises en place pour permettre à Conakry de retrouver son lustre d'antan. Quand vous parlez de responsabilité des citoyens, on va s'attarder là-dessus, mais de ce point de vue, est-ce que vous ne pensez pas que l'État a toujours été, en retard par rapport aux citoyens qui occupent les espaces? Je vais en venir. Voilà. Je vais en venir. Pour ce qui concerne les citoyens, nous-mêmes, on n'est pas un bon modèle. Vous voyez les gens, même dans la circulation sur l'autoroute, descendre les vides de leur voiture et jeter les ordures sur le goudron. Sur la chaussée. Sans compter ce que font les gens dans les quartiers. Le seul dépotoir, c'est dans les caniveaux.
C'est vrai, les gens vont vous dire c'est parce qu'on n'a pas où déposer, mais il y a un minimum de civisme quand même qui souhaiterait que quand même l'homme ne soit pas abstrait à vivre avec des ordures. Il faut créer les moyens de s'affranchir, n'est-ce pas, de cet état de fait. De l'autre côté, c'est l'occupation anarchique. C'est qui est arrivé à Dabondi. Moi, j'ai logé là-bas quand j'étais étudiant. Je vous jure que vous avez des concessions. Moi-même, je préfère passer la nuit dehors que d'habiter les maisons de ce genre. Mais malheureusement, comme on le dit, à l'impossible nul n'est tenu, les gens, ils trouvent moins de s'y loger là, et on construit sur des caniveaux, et malheureusement, ça crée des situations comme celles qu'on a vues il n'y a pas 3-4 jours. Du côté de Dabondi, c'est déplorable. L'État doit prendre ses responsabilités. En quoi faisant justement? L'État doit prendre ses responsabilités, premièrement, en s'exécutant de son rôle d'assainissement, c'est-à-dire que l'État doit être capable de mettre une véritable politique en place pour collecter les ordures, les déposer dans les dépotoirs. Les citoyens doivent s'abonner au niveau des PME pour pouvoir jeter les ordures. On ne peut pas vouloir produire les ordures et ne pas les payer. Il faut payer les PME et que les gens acceptent de s'abonner et arrêtent de jeter les ordures dans la rue qui bouche les caniveaux et du coup qui crée les inondations. De l'autre côté, systématiquement, il faudrait que dès maintenant, à partir de maintenant, comme je l'ai constaté tout à l'heure au niveau de la commune de Matoto, que tous ces points noirs, j'ai vu tout à l'heure une liste à la commune de tous les points noirs, ou les points à risque, avec les grandes pluies qui s'annoncent, et que avec l'appui du gouvernement, que la commune puisse les identifier, puisque c'est déjà fait, déguerpir tous ceux qui sont installés sur ces conduites d'eau pour éviter de nouvelles catastrophes. Absolument. Parce que, croyez-moi, Ouri, il y a des constructions à Conakry, même sur la conduite d'eau de la SEG. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez des gens qui viennent ériger leurs baraques sous les poteaux à haute tension. Donc, ça, ce n'est pas la responsabilité de l'État. Mais si l'État constate, doit venir les déguerpir. Et c'est en cela la presse doit nous aider à la sensibilisation de la population, mais aussi à accompagner le gouvernement dans cette politique de déguerpissement. Parce que je suis désolé, encore une fois, parce que c'est les journalistes aussi qui disent « Ah non, on a déguerpi les gens, on aurait dû faire ceci. » Les gens ne peuvent pas faire exprès de venir occuper des espaces qui ne les appartiennent pas, s'exposer du coup à tous les dangers comme ce qu'on a vu à Dabondi, 4 enfants partir comme ça dans les eaux de ruissellement, dans des conditions exécrables, c'est peiné, c'est difficile, mais les gens doivent prendre leurs responsabilités, de respecter. Le président a eu les échos, absolument. Des instructions fermes ont été données et je crois que, comme je l'ai dit, ces points noirs ont été identifiés dans toutes les communes et les gens vont être déguerpis. Si nous sommes dans un contexte où nous avons suffisamment de moyens, il y a des quartiers à Conakry aujourd'hui qui doivent disparaître au profit des logements sociaux pour permettre à l'État de reconstruire. Et c'est tout ça la vision du président de la République. Vous entendez parler Conakry 2040. Je le disais tout à l'heure avec vos confrères. Le président a une vision futuriste. Ce n'est pas un président qui veut travailler pour qu'on l'applaudisse aujourd'hui. Il veut laisser un héritage à la postérité pour que nous comprenions effectivement ce qui est son rêve pour la Guinée. Donc on ne peut pas continuer à faire des actions de charme selon la conjoncture, comme le souhaiteraient certains de nos adversaires politiques. Nous voulons poser des actes forts et durables pour la postérité en Guinée. Alors oui, c'était là donc les sujets brûlants du moment à passer au crible rapidement. Nous parlerons justement de la principale préoccupation du moment, ou sinon du principal sujet du moment, c'est la question de changement de constitution. Mais juste dans la deuxième partie, après 1 minute de pause. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Toujours à mes côtés comme invité, M. Souleymane Keita. Il est conseiller du président de la République et membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel, à présent
On parle de... Membre du bureau des jeunes. Ah, du bureau des jeunes, Je ne suis pas membre du bureau politique. Du RPG à cancer, c'est important. Alors, la précision. On parle finalement de constitution. C'est vrai que le débat existe depuis un bon bout de temps, ça se passe sur les réseaux sociaux, on a eu des rencontres sur le terrain, des folklores et tout, mais le RPG a décidé le samedi passé comme d'officialiser sa position et d'afficher votre engagement à aller vers un changement de constitution. Je veux savoir, est-ce que vous voulez une nouvelle constitution ou une révision constitutionnelle? Parce qu'il y a un flou jusque-là. Bon, écoutez, je crois que vous le relevez assez éloquemment. Le débat, il y a un débat en Guinée qui a commencé, moi je dirais, avant même l'accession du professeur Alpha Condé à la magistrature suprême. Parce qu'on sait, pendant la transition, lorsque il y avait le gouvernement de transition ici, sous la présidence du général Sekouba Konaté, on avait certaines voix s'étaient levées pour dire, bon écoutez, c'est vrai, on va faire des élections, on est pressé d'aller aux élections. Nous les politiques à l'époque, on était pressés, on ne voulait rien entendre parce qu'on n'avait pas confiance. On a dit non, il faut coûte que coûte passer la main à un régime civil, etc. etc. Mais des voix s'étaient levées à l'époque qui n'étaient pas dans tout cet enthousiasme pour dénoncer le fait que cette constitution avait besoin d'acquérir l'approbation du peuple, la légitimité populaire, ce qui n'a pas été fait. Donc c'est déjà le premier problème auquel cette constitution est confrontée, le fait que ce soit un CNT non élu qui est adopté et que cette constitution, au lieu d'être soumise au référendum, a été simplement décrétée, si vous voulez, promulguée par un décret d'un président, encore une fois intérimaire, d'une junte militaire. Donc, mais par contre, cela nous a quand même permis de sortir d'une situation exceptionnelle, explosive à l'époque, qui mettait le pays dans une situation de risque permanent. Aujourd'hui, avec le temps, on a constaté que la question reste de mise. Voilà. Et c'est pourquoi nous, au niveau du RPG, nous avons observé ce débat avec beaucoup d'intérêt depuis pratiquement 2 mois. En tout cas, pour la seconde phase du débat, nous l'avons suivi. Des interpellations, des écrits, des universitaires, des organisations de société civile, des politiques, chacun y va de son commentaire. Alors, ainsi, nous avons pris la responsabilité sur nous de rentrer officiellement dans le débat à partir de la déclaration que nous avons eu à faire le samedi dernier au siège. Et dans cette déclaration, nous avons dit 3 choses essentiellement. Premièrement, nous avons relevé le fait que le débat s'est posé et que nous avons suivi le débat, que nous trouvons légitime que ce soit les populations qui s'interrogent sur la problématique de la Constitution en Guinée. Et puisque nous sommes le parti au pouvoir, on ne peut pas rester en marge de ce débat. Ça, c'est un. Deuxièmement, le mode d'adoption dont je parlais tout à l'heure a été remis en cause. Troisièmement, il y a un certain nombre de dysfonctionnements aujourd'hui de notre État dû au fait qu'il y ait des lois, des articles pas suffisamment élaborés sur les sujets précis ou des questions qui n'existent pas du tout, qui ne sont pas du tout prises en compte dans les textes et pourtant qui font partie du processus évolutif de toute démocratie. C'est pourquoi nous avons dit que cette aspiration d'une partie des Guinéens, d'une écrasante partie des Guinéens, mérite d'être... Pour l'instant, vous n'avez pas fait de sondage pour savoir... Non, si. Nous sommes convaincus à travers toutes les sollicitudes que nous avons qu'il y a une majorité aujourd'hui des Guinéens qui font de ce débat une préoccupation. D'ailleurs, le fait de vouloir d'une nouvelle constitution et le fait de poser le débat de la nouvelle constitution, c'est 2 choses différentes. Aujourd'hui, le débat sur la constitution est sur les lèvres de tous les Guinéens. Tout le monde s'intéresse à ce sujet parce que c'est un sujet d'intérêt national. Oui, parce que vous donc aujourd'hui, non, nous on n'a pas forcé. C'est d'ailleurs vous la presse et l'opposition. Non, le monsieur anti-sirène. Non, l'opposition. La révision a été enlevée de non.
l'opposition, qui sont nés pour créer le débat autour de la Constitution. D'ailleurs, l'opposition a fait campagne pour ça, avec la presse bien entendu. Parce qu'elle voulait prendre le devant. Parce que nous, on n'a jamais prendre le devant pour un fait qui n'existe pas, en ce que je sache. C'est-à-dire que, au fait, on a une classe politique qui a voulu biaiser le débat dès le départ. On a voulu prêter des intentions au président. Il lui prête encore cette intention. Voilà, on prête des intentions au président par peur de vouloir s'éterniser au pouvoir, etc., etc. Mais ce qui est important dans ce débat-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pensé que nous devons prendre part à ce débat et nous avons finalement compris que c'est de notre responsabilité de vouloir, de participer à ce débat et faire en sorte que, sous notre gouverne, la Guinée se dote d'institutions fermes, d'institutions stables, qui vont défier le temps et qui vont permettre à la Guinée d'intégrer les nouvelles exigences de la société, de l'économie, de la politique, etc., etc. C'est pourquoi nous souscrivons à ce projet et nous exhortons le président à faire en sorte que, sous sa gouverne, puisqu'il est au second mandat constitutionnel, de nous aider à permettre à la Guinée de se doter d'une constitution qui prenne en compte toutes les dimensions et qui répond à tous les principes basiques de l'établissement d'une constitution à l'image des autres États démocratiques du monde. On ne peut pas, au XXIe siècle, être gouverné par une constitution qui n'est pas fait l'objet de vote du peuple. Bien, ça ne alors, peut pas fonctionner. Justement, en parlant du vote du peuple, si les motivations et les raisons originelles et premières de cette affaire de nouvelle constitution se trouvent dans son mode d'adoption depuis 2010 par un président transitoire, pourquoi vous ne l'avez pas fait au lendemain justement de l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, puisqu'il paraît qu'il avait été dit dans les accords, je ne sais pas si c'est de Ouaga ou si c'est de Conakry ici, en tout cas que dès que le nouveau président sera établi, qu'il fasse en sorte que cette constitution soit adoptée par voie référendaire quelques 6 mois après son arrivée. Alors non. Si ce souci était nécessaire en ce moment, pourquoi il n'a pas fait Alpha Condé à l'époque? Je précise, d'abord, après la transition, quand cette constitution a été adoptée par la manière dont je viens de décrire, il était question que le pouvoir le président qui allait gagner, devrait après soumettre ce texte-là au référendum. Absolument. Mais on n'a pas dit 6 mois. 6 mois, attends, je reviens. 6 mois, c'est les élections législatives. On a dit, après l'installation du nouveau président, on devrait organiser les élections législatives 6 mois après pour changer le CNT par une assemblée nationale élue. Et la constitution, elle devrait être soumise au référendum, mais pas dans un timing défini. Ça n'a pas été défini. C'est important de préciser. Ce que je vous dis là, est écrit dans la constitution actuelle. Ça n'a pas été défini. Non, ce que je vous dis, c'est écrit dans la constitution actuelle. Je ne retiens pas l'article, mais il est dit que de faire l'élection, la nouvelle assemblée devrait prendre place dès que le CNT quittera, à l'issue de l'élection qui serait organisée 6 mois après l'installation du nouveau président. Pour revenir à ta question, c'est-à-dire pourquoi il n'a pas fait si tôt? Le président a été élu dans un contexte qui était très difficile à tout point de vue, et nous pensions qu'on devait faire face aux préoccupations de l'heure. Ces préoccupations étaient d'abord assurer la sécurité, l'ordre public. La Guinée est sortie d'une transition, vous savez, le CNDD c'était un mouvement tout azimut, et avec toutes les difficultés qu'on a eues entre le premier tour et le deuxième tour, entre les différents partis en présence, ça a entraîné des conflits, etc. L'économie était quasiment à terre, électricité, eau, etc. Il y avait pratiquement des problèmes partout. Donc le président a cru devoir s'intéresser à ces problèmes brûlants pour sortir un peu du cycle des élections. Avec le temps, cette constitution a permis, de toutes les façons, à ses mérites, ça a permis non seulement de sortir de la transition, mais ça a permis de gouverner le pays pendant 8 ans, 9 ans. On a mis des institutions en place comme prévu dans la constitution actuelle, sauf la haute cour de justice. Aujourd'hui, avec le recul, on s'est rendu compte, et tout le monde est unanime là-dessus, que cette constitution relève
beaucoup de failles. Sauf que par hasard, oui. c'est en fin de second mandat. C'est pas ce qui est important. Ça, c'est le contexte là qui. C'est la brèche. Écoutez, qui est un problème. C'est la brèche pour l'opposition. Mais moi, je pense que on ne devait pas calculer en fonction de son positionnement politique. On doit calculer en fonction de qu'est-ce que mon action va porter comme bénéfice à l'évolution du pays. C'est ce qui est important. Parce que l'objectif, ce n'est pas de voilà, venir à parce que pour eux, et malheureusement, c'est une opposition constituée d'anciens dignitaires qui ont été jetés par la population et qui profitent justement de cet environnement de non-stabilité institutionnelle. Parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à présent, on n'a pas fini de créer les véritables institutions en Guinée à cause du fait que notre constitution soit dans cette situation. Donc ça arrange tellement que les gens sont pressés de revenir aux affaires parce qu'ils se disent, bon, le président Alpha est à la fin de son mandat, si on arrive à le pousser, il va quitter, c'est nous qui allons venir pour continuer à sucer. Donc ils se préoccupent plus de cette option qui va les ramener aux affaires que de l'avenir du pays. Alors que nous, si vous avez lu, ce ne sont pas seulement ces anciens premiers ministres aujourd'hui qui si, c'est eux. Il y a des acteurs de la société civile. Non, c'est eux. Écoutez, c'est pas tous les. Écoutez, d'abord, c'est pas tous les acteurs de la société civile. Deuxièmement, aujourd'hui, l'opposition opère par une stratégie que nous connaissons, c'est-à-dire c'est créer des organisations satellites pour leur faire parler au nom de la population. On connaît ça. Bon, il dirait écoutez, pour le pouvoir. Oui, mais écoutez, on connaît ça. Nous, on était avec des gens ici quand on se battait. Mouvement d'Addis doit partir. Pendant la transition, ceux qui ont créé le mouvement d'Addis doit rester sont aujourd'hui de la tête de la société civile, les citoyens, tu connais? Alors, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Je vous dis, on était ensemble. Le jour qu'on a manifesté devant l'ambassade des États-Unis, on sait quels sont les jeunes qui étaient en train d'indexer les jeunes de l'opposition. On connaît. Il ne faut pas faire comme si les gens n'ont pas de mémoire en Guinée. Nous, on est là. On ne peut pas nous inventer l'histoire. Par contre, nous, notre souci, notre seule motivation, et on l'a dit dans notre déclaration, c'est écrit, c'est un devoir historique pour le président, avant la fin de son mandat, de faire en sorte qu'il nous crée un cadre institutionnel impersonnel. Bien. On ne peut pas admettre que les gens qui n'ont plus rien à prouver, et d'ailleurs nous avons des acquis, ces acquis il faut les préserver. Pour les préserver, on a besoin de se retrouver dans un cadre qui définit désormais la façon dont les choses doivent se faire, en intégrant bien entendu les dimensions qui ne sont pas prises en compte par la constitution actuelle, mais aussi en enlevant tout ce qu'il y a comme contradictions et qui sont à la base de toutes les crises. Alors, pour sortir des consensus et des consensus. Voilà. Quelles sont ces dimensions si importantes, si démocratiques, et qui fera que ce sera un acte historique, que si Alpha Condé les intègre à la constitution actuelle, qu'il ira par la grande porte, comme tout le monde le veut, quelles sont ces parties essentielles qu'il veut apporter tant à cette constitution, mais qui ne soit pas le fait de pouvoir rester au pouvoir au lendemain de 2020. Écoutez, la démocratie repose sur des fondements. La démocratie, c'est des fondements. La liberté, l'égalité, la liberté d'expression, la solidarité, le fonctionnement normal des institutions, la bonne gouvernance, c'est tout cet ensemble-là qui constitue un ensemble de valeurs universelles de la démocratie. Le modèle, mais bien sûr, quand vous prenez le cas d'espèce en Guinée, nous avons un certain nombre de choses auxquelles nous nous souscrivons. Pour le moment, je n'ai pas cette constitution en main pour dire ce que je veux. Bien. Mais la dernière fois, j'étais dans une radio où on me dit on a supprimé le poste de Premier ministre, on va imposer le bipartisme en Guinée. En parlant de la nouvelle constitution. De la nouvelle constitution, c'était sur l'Inx FM, je me rappelle bien. Moi, j'ai dit que, mais attention, moi qui suis devant vous, je ne suis pas pour le bipartisme. Si vous pensez que c'est ce qu'on a mis dans la constitution, moi, Souleymane, si je dois voter, je ne voterai pas pour ça parce que je me dis que je ne vois pas la faisabilité d'une telle approche. Bien. Par contre, il y a des éléments sur lesquels je voulais amener les gens à réfléchir. Nous avons une constitution dans laquelle vous n'avez pas de statut pour les anciens chefs d'État.
La constitution actuelle n'a pas de statut pour les anciens chefs d'État. Ne dis rien là-dessus. Nous avons une constitution où il y a une disproportion extraordinaire dans l'établissement de notre Assemblée nationale. Je l'ai dit tantôt, une Assemblée nationale de 114 membres pour une population de 13 millions d'habitants presque. Une population, une disproportion entre les députés. Est-ce qu'il faut élire les députés en fonction de la population électorale ou en fonction des préfectures simplement, comme c'est le cas aujourd'hui? Vous partez à Yomou, vous venez à Kaloum, vous venez à Matoto, vous partez à Sigiri, vous partez à Labé, c'est le même nombre de députés uninominal, alors que la population électorale, c'est largement différent. Comment voulez-vous que pour une commune de 900 000 habitants, vous ayez un député, et que pour 200 000 habitants, vous ayez le même nombre de députés, un député. Tout ça, ce sont des questions à revoir. Quelle est la place qu'on réserve à la jeunesse? Parce qu'il ne faut pas oublier, dans les années 2040-2050, la population africaine sera jeune à 75%, 80%. La Guinée ne fait pas exception à cette règle. Quelle est la place qu'on réserve aux jeunes à ça? Qu'est-ce qu'on dit clairement sur la corruption? Parce que c'est un mal en Guinée. Mais il y a une agence qui existe. Oui, d'accord, mais qui est rattachée à ces nous, comme d'autres, et c'est pourquoi on a besoin. Il existe, qui a que 400 millions et c'est pourquoi nous avons besoin. En Sierra Leone, il y a 9 millions de dollars qui est affecté à la même agence. Et c'est pourquoi nous voulons que dans nos textes prochainement, que l'on définisse ça clairement. Il y a des gens en Guinée aujourd'hui qui ne devraient pas avoir de place dans les partis politiques, ils devraient être en prison. Il faut que vous faites ça contre vos adversaires. Non, pas nos adversaires. Non, attendez. Ça c'est pour la postérité, c'est pour nous les jeunes. Et c'est pas normal que quelqu'un qui a pillé l'État, comme c'est le cas de certains, qui sortent d'un beau jour pour se reconvertir en politicien et vouloir conquérir le suffrage de Guinée. Il faut que nos textes de loi disent que les gens, par exemple, qui ont été connus, aujourd'hui Lula est en prison au Brésil. Évidemment. Voilà. Donc il faut que... Mais Alpha Condé aurait pu faire l'audit là depuis 9 ans. Non, écoutez, je vous dis encore qu'on était, qu'on était dans un contexte précis. C'est très important de le rappeler. Moi, je vous rappelle un fait que j'ai vécu pendant la transition à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a dit, bon, puisque les Guinéens ont marché en 2006, en 2007 pour dire changement, on a dit qu'on ne veut aucun ancien ministre qui ait participé à la gouvernance avec le gouvernement de consensus de Lansana Kouyaté. À l'Assemblée nationale avec le CNT, on a dit, bon, puisque ça c'était une inspiration profonde des populations, mettons ça dans la nouvelle constitution pour dire, tous ceux qui sont épinglés pour cause de détournement des biens de l'État, ils ne peuvent pas être candidats. On a dit, non, si on fait ça, on va créer des problèmes dans le pays. Parce qu'on n'a pas mis. Voilà un exemple pour te dire dans quel contexte on a élaboré. Alors que ça, c'est l'aspiration de toi, de moi, du citoyen lambda. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens, parce qu'ils ont des positions administratives, ils vont s'accaparer du bien de tout le peuple à leur fin. Et après venir nous commander, on ne peut pas accepter ça. Bien. Donc il y a plein de trucs qui ont besoin d'être revus. Donc si vous mettez ça, vous êtes conscient que ce ne sera pas seulement pour des gens à qui vous reprochez quand vous avez décidé de gouverner, quand vous avez décidé de gouverner, vous vous soumettez au principe de redevabilité. Il n'y a pas d'alternative. Alors oui, vous venez de dire donc les dimensions essentielles aujourd'hui qui ne sont pas dans cette constitution, que vous voulez qu'elles soient là. Ouais. Alors pour celles-là... Et je termine là-dessus. Pour nous, pour le RPG, ça fait partie de notre bilan politique. Nous voulons que, pour la prospérité, que ce soit nous, puisque la loi nous permet de faire cela, nous demandons à notre président d'accepter que cela soit aussi fait, afin que cela soit mis à l'actif de notre parti et que c'est notre bilan politique ça. Qu'il a doté la Guinée d'une constitution moderne. Parce que, écoutez-moi, si nous ne le faisons pas, quel que soit le scénario qui vient en Guinée, on est obligé de passer par cette voie-là. Pour avoir une constitution moderne. Pour avoir une nouvelle constitution. Voilà, qui prend en compte les défis du moment. Voilà. Évidemment, mais pour quelle finalité? Pour que la finalité, ce soit un Alpha Condé qui s'en va très fier d'avoir posé la dernière brique de ses actions au profit de la nation, en nous dotant de cette constitution, ou pour finalité
que ce même Alpha Condé, en 2020, se dise, oui, bon, attendez, je vais encore servir la nation, donc je suis candidat. Pour quelle finalité? La décision lui est personnelle. Vous avez lu la déclaration du parti à travers le bureau politique. Nulle part, nous n'avons parlé du troisième mandat. Nulle part, nous n'avons pas... Attendez. Non. Oui, mais vous dites les communicants. Mais ça, c'est un débat... Même les cadres du parti, on les voit avec les 3 doigts sur Facebook, 4 doigts... Écoutez. C'est pas un secret, désormais. Le débat se fait à plusieurs niveaux. Au niveau élémentaire, là, moi, je pense que chacun a le droit de s'exprimer sur ce qu'il veut. Vous avez lu la position du parti, c'est officiel. La déclaration, elle existe sur tous les sites. Nous avons dit que cet exercice relève d'un devoir historique pour le président de la République que le RPG se doit de faire pour permettre, en tout cas à la postérité, de comprendre, voilà, nous avons eu à faire ça. En plus des résultats exceptionnels atteints aujourd'hui dans le secteur de l'électricité, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur des forces de défense et de sécurité, etc., dans le secteur des infrastructures routières, dans le secteur des hôtels, même si on pense que les gens ne viennent pas dans ces hôtels, mais c'est quand même un acquis parce qu'on peut aujourd'hui organiser n'importe quel colloque international en Guinée et recevoir n'importe quel chef d'État du monde. Alors, l'autre argumentaire que les anti-révisions ou nouvelle constitution opposent à la sortie officielle du RPG depuis samedi, comme quoi c'est une nouvelle constitution que vous voulez. Ils disent qu'en ce moment-là, le président sera obligé de dissoudre toutes les institutions, y compris la sienne, c'est-à-dire la présidence de la République. Est-ce que ça veut dire que vous tombez dans un piège que vous n'avez pas réfléchi? Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Je sais pas, c'est-à-dire que les gens, je ne sais pas comment ils réfléchissent. Vous voulez la révision, l'initiative de la révision est concomitamment des députés et du président. Mais la nouvelle je ne sais pas comment ils réfléchissent. Il y a une constitution en vigueur actuellement, consensuelle, parce que je pourrais appeler que c'est une constitution consensuelle. Bien. Cette constitution-là a beaucoup de dimensions là-dedans qui resteront. Notamment, je suis convaincu que sur les intangibilités constitutionnelles, il n'y a pas de débat. La forme républicaine de l'État, le principe d'unicité, le principe de laïcité, 2 mandats non renouvelables de 5 ans, etc. etc. J'oubliais, quand vous prenez cette pléthore d'institutions budgétivores pour rien, qui font perdre de l'argent à l'État, on est obligé de louer des maisons pour mettre des institutions en réalité qui n'apportent rien à la vie de la nation. Donc, les aspects qu'on va pas toucher. Non, le nombre d'institutions, personnellement, je pense qu'on n'a pas besoin de 9 institutions républicaines en Guinée, inutilement. Maintenant, mais avant l'adoption d'une nouvelle constitution, j'appelle nouvelle constitution parce que il y a des éléments substantiels qu'on va apporter. Ça ne signifie pas qu'on va prendre le bic, s'asseoir, écrire un autre. Mais on a une constitution là, il y a des éléments là-dedans. Vous pensez que l'argumentaire là n'est pas valable? Dire que en ce moment, si vous voulez une nouvelle constitution, donc une nouvelle république, on dissout toutes les institutions. De ce fait, Alpha ne sera lui-même pas en exercice en ce moment-là. Oui, mais c'est un argument fallacieux. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de dire ça? Il y a des chefs d'État qui ont dit, nous allons changer la constitution, on ne sera pas candidat. Quand ils ont fini de changer, ils ont dit autre chose. Non, là, je ne parle pas de candidature. C'est-à-dire que vouloir une nouvelle constitution, il faut carrément se retrouver dans une situation de transition. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Non, c'est pas la même chose. Voilà. C'est une mauvaise compréhension de la chose. Au fait, quand un projet de constitution est fait par le président de la République, soumis au référendum après avis de la Cour constitutionnelle, bien entendu, avant son adoption, parce que quand c'est adopté par référendum, c'est proclamé, c'est en ce moment, on passe à la nouvelle constitution, mais pendant ce temps, l'ancienne constitution reste en vigueur. Voilà. Et pour terminer, matériellement, parce que là nous sommes dans le débat maintenant, tout le monde a sa position. Supposons que vous gagnez le terrain d'aller vers cela. Matériellement, quel temps vous avez pour que ce référendum se tienne? Parce que là aussi c'est une sorte d'élection. Étant donné qu'on est face au défi même de tenir les élections législatives. C'est une élection, oui ou non? Oui, mais c'est une élection, c'est oui ou non. Nous, on n'organise pas les élections. Aujourd'hui, on a 2 échéances imminentes. Si notre appel est entendu,
on doit faire les référendums, on doit faire les législatives, on doit faire les législatives, les référendums, après les présidentielles. L'organisation pratique appartient à la CENI. Nous, on n'est pas la CENI. On exprime juste le besoin. Il appartient à la CENI qui est experte en la matière de nous dire concrètement, voilà comment nous allons aux élections, voilà qu'est-ce qu'il faut comme moyen, voilà qu'est-ce qu'il faut mobiliser, etc. etc. Et puis, l'exécutif met les moyens à disposition avec la participation des partenaires, bien entendu. Alors, même si vous avez dit que le RPG, le samedi passé, n'a pas parlé du troisième mandat, parle tout simplement du besoin et de l'impérieuse nécessité que Alpha Condé dote la Guinée d'une constitution moderne et tout, mais il y a des implicites. Qu'est-ce que donc vous dites de la sortie de Tiken Jah Fakoly qui vous a fait une chanson mythique à l'époque quand Alpha Condé était en prison et qui a dit à Alpha Condé, je lui ai dit, on a causé, il ne faut pas qu'il aille vers un troisième mandat, il était fâché à l'époque, il a parlé de Mugabe même, et quelques temps après Mugabe est tombé. C'est qui, derrière cette expression de Tiken Jah Fakoly, implicitement veut dire que le président nourrissait l'envie d'un troisième mandat bien avant même que le débat soit posé, puisque s'il dit qu'il a causé de ça avec lui, avant même que Mugabe ne tombe à l'époque, ça veut dire que l'homme nourrit cela en lui. Qu'est-ce que vous avez comme réaction face à cette sortie de Tiken Jah Fakoly? Bon, d'abord, premièrement, il est difficile de débattre de ça parce que Tiken Jah a eu son entretien avec le président. Moi, je n'étais pas là-bas, toi, tu n'étais pas là-bas. Ce qu'il dit là-bas, ce qu'il rapporte de cette causerie, bien entendu, la fiabilité reste à prouver. Moi, je ne peux pas spéculer là-dessus. Par contre, Tiken Jah a fait un morceau qui est mythique pour moi, c'est même l'hymne de notre parti. Il a fait de bonne foi, parce qu'il a estimé à l'époque qu'il y avait une injustice qui avait été commise, et tout le monde le sait. Quand on a vu les gens dérouler ici pour démontrer comment, y compris certains opposants aujourd'hui, dont Sidi Touré, c'est pourquoi on ne peut pas quand même faire confiance à cette opposition. Non, quand même. On ne va pas quand même repartir sincèrement. Alors, donc aujourd'hui, Tiken est dans une autre position, c'est son point de vue. C'est un débat. Il fait partie de la génération, de la nouvelle génération africaine. Vous savez, il faut que les jeunes acceptent de poser la problématique de leur modèle social, politique et économique. Le fait de penser que deuxième mandat, troisième mandat, est-ce que c'est bon? Le fait de penser que la démocratie en Afrique, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je pense que ça, c'est un débat qui doit interpeller tous les jeunes Africains, tous les jeunes Guinéens, pour comprendre. Parce qu'en tout cas, il y a des exemples qui ne finissent pas en Afrique. Parce que ce que nous voulons, c'est le développement. Qu'est-ce qui permet à notre pays d'avancer? Nous avons eu notre indépendance en 1958, ça fait plus de 50 ans qu'on est indépendant. Arrêtons-nous un instant, on fait le bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que notre système politique a des insuffisances? Est-ce que ça avance? Pour moi, ça c'est un débat tout naturel auquel moi je compte prendre part dans un environnement contradictoire. Donc, pour que l'on avance. Maintenant, oui. Alpha doit l'écouter ou pas? Non, ça c'est son point de vue. C'est le point de vue de Tiken Jah. Est-ce que c'est cette causerie qui a eu lieu entre lui et le président? Moi je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas. Mais par contre, il y a des pays aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que on a besoin d'aller à un troisième et un quatrième mandat, mais quand je prends les pays comme le Rwanda, quand je prends les pays comme l'Allemagne, quand je prends les pays comme le Ghana, voyez-vous, il y a une disparité qui mérite d'être analysée sereinement. C'est important. On le fera dans d'autres contextes, voilà. Et dans l'occasion de notre débat. Alors oui, 30 secondes peut-être pour vous adresser aux téléspectateurs. Oui, je dirais que premièrement, notre pays est à la croisée des chemins et la jeunesse est interpellée fondamentalement parce que de tous les débats qui se posent aujourd'hui en Guinée, le débat sur la nouvelle constitution, le débat, la mouvance et l'opposition, il s'agit en premier lieu de la Guinée, mais il s'agit aussi en premier lieu de l'avenir de cette jeunesse-là. Qu'est-ce qu'on devient? Nous voulons vivre dans quel type de société? Est-ce que notre participation au développement du pays est consacrée? Est-ce que nous voulons vivre dans une société où les jeunes occupent une place de choix dans le processus de développement? Tout ça sont des interrogations. C'est pourquoi, à mon avis, le débat être fait sereinement.
et se départir de toute partisanerie au départ pour nous regarder en face que l'avenir de la Guinée et voir ce qui permet à la Guinée d'amorcer le processus de développement et permettre à la Guinée de jouer le rôle qui est le sien dans la sous-région, parce que nous avons été dotés de richesses fabuleuses par Dieu. Il faut que nous soyons capables d'exploiter ces richesses, développer notre pays pour faire de lui pratiquement la locomotive de toute l'Afrique de l'Ouest, comme l'avait prédit le colonisateur. Donc le débat sur la Constitution, je pense que la Guinée a besoin de revoir sa constitution aujourd'hui, que ce soit avec le procès Alpha ou pas, ça reste une priorité absolue. Donc, puisque le débat il est posé, il faut voir sereinement et s'intéresser à ce qui pourrait être le contenu de cette constitution et sortir du débat stérile qui n'est en réalité que le débat de personnes entre les partis politiques simplement assoiffés pour revenir aux affaires. Merci, M. Suleiman, d'être passé. À très bientôt. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de ce numéro. Nous aurons bien entendu des débats contradictoires sur cette même question importante. Mais d'ici là, merci de votre attention. Prenez soin de vous et au revoir.